Donc, bonjour, moi je suis Souad El Ouazani et je suis associée au sein de Mazars, au sein de l'équipe Sustainability Services, et je suis ravie d'être ici avec vous. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ouais. Cédric Renaud, directeur au sein des équipes Mazars, Consulting Financial Services et plus spécifiquement responsable de l'offre finance durable. Donc le but aujourd'hui, on va essayer de passer assez vite pour laisser du temps pour les questions-réponses, en espérant qu'on puisse vous entendre parce que c'est très bruyant. C'est d'échanger avec vous sur comment est-ce que le Green Deal européen, donc tout le package réglementaire européen, change la donne pour les entreprises et comment est-ce qu'il les pousse à se transformer pour adresser les défis qui sont posés par le changement climatique. Donc voilà, donc on va vous très rapidement faire une introduction pour présenter les enjeux et le Green Deal, pour passer un peu plus de temps, et là ce sera mon collègue qui va passer un peu plus de temps sur la présentation de ce package réglementaire, et puis vous parler de nous, de ce que nous faisons en la matière, de comment nous accompagnons nos clients en la matière. Donc, les enjeux du développement durable, du changement climatique, je vais passer assez vite. On voulait juste faire un rappel sur le dernier rapport du GIEC qui est sorti en février et qui montre que, en fait, quels que soient les scénarios considérés, finalement, la probabilité que le réchauffement atteigne ou dépasse les 1,5 degré, elle est quand même assez élevée. Donc, il y a vraiment un très très fort... de très très forte accélération et de très forts enjeux autour de ça. L'Union européenne, en fait, n'a pas attendu ce rapport pour commencer à agir, puisqu'elle a sorti ce qu'elle a appelé un Green Deal, le Green Deal européen, qui a vocation à transformer l'économie européenne. Donc c'est tout un ensemble, comme vous le voyez là, c'est tout un ensemble de réglementations qui ont une visée vraiment large. Ça va adresser le changement climatique et donc des réglementations sur les enjeux climatiques, des réglementations sur la transition énergétique, des réglementations sur la transition de l'industrie vers l'économie circulaire. Ça comprend également des réglementations sur la pollution, sur la protection de la biodiversité. Donc vous voyez, c'est très très large. Tout ça est assis sur un socle qui est la finance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le constat qui a été fait, c'est de dire qu'on arrivera à accélérer les transformations nécessaires de l'économie grâce si on arrive à faire en sorte que les investissements, le financement s'orientent vers des sujets, vers des secteurs, vers des technologies qui facilitent cette transition. Et donc ça, c'est vraiment... C'est ça ? D'accord. C'est vraiment l'enjeu de toute la réglementation sur la finance durable que je vais laisser... Voilà, exactement. Donc pour mettre tout ça en place, l'Union européenne a défini 3 objectifs. Le premier, c'est réorienter les flux de capitaux vers les activités, vers les investissements durables. Le deuxième, c'est intégrer la durabilité dans la gestion des risques. Et le troisième, c'est de favoriser la transparence. Donc ça, ces éléments ont été présentés en mai 2018 et ils sont accompagnés de 10 réformes. Alors, on ne va peut-être pas toutes les passer en revue, mais sachez que derrière, il y a des réglementations, il y a des nouveautés, il y a des choses que l'ensemble des entreprises, qu'elles soient financières ou non financières, vont devoir inclure. Et donc, c'est en lien avec le thème de ce jour, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles vont être impactées et comment est-ce qu'elles vont devoir changer leur business model et la prise en compte de ces risques. Alors, peut-être rapidement, la mise en place d'une classification communautaire des activités durables. Vous avez une réglementation qui s'appelle la taxonomie, vous en avez sûrement entendu parler, la taxonomie verte, c'est-à-dire c'est un référentiel européen qui va lister l'ensemble des activités économiques qu'elle va considérer comme durables. Alors, dernièrement, on en a parlé à l'échelle européenne, puisqu'il y avait une grande question sur inclure ou pas le gaz ou le nucléaire dans ces activités. Si on retire ces activités, j'ai envie de dire, qui peuvent prêter à débat, les autres sont beaucoup plus classiques. C'est la construction immobilière, c'est la construction d'énergie renouvelable, c'est l'automobile. Voilà, c'est l'ensemble des secteurs qui sont les plus consommateurs et propagateurs de CO2. Donc ce référentiel définit quelles sont les activités que l'Europe va considérer comme durables et elle va associer ces activités à des critères techniques extrêmement précis.
Donc si je prends l'exemple de l'immobilier, pour pouvoir être considéré comme aligné taxonomie, donc durable à long terme, et donc aligné avec les accords de Paris, il va falloir démontrer des normes de construction extrêmement drastiques. La deuxième réforme, c'est la création de normes et de labels pour les produits financiers. Il est extrêmement important que tout ça soit encadré pour donner de la visibilité aux investisseurs et puis pour que les investisseurs institutionnels commencent à classifier leurs produits et que vous, en tant qu'investisseur particulier ou gros investisseur, je l'espère, vous puissiez arriver à faire vos choix avec un maximum de visibilité. Encouragement de l'investissement dans les projets durables, ça c'est quelque chose de transverse. Intégration de la durabilité dans les prestations de conseil en matière d'investissement. Vous le savez, vous avez soit la possibilité d'investir de manière directe, soit passer par des conseillers financiers. Et il est important que ces conseillers financiers également prennent en compte ces problématiques de durabilité. Développement d'indices de durabilité, ça c'est un point important, c'est la réforme benchmark. Il est extrêmement important pour vous en tant qu'investisseur et également pour les investisseurs institutionnels de pouvoir se comparer avec des indices, avec des benchmarks qui soient alignés avec les accords de Paris ou qui prennent en compte la transition climatique. Donc il y a une réforme à ce niveau-là. Intégrer la durabilité dans la gestion des risques. Vous avez les agences de notation qui devront dorénavant intégrer de manière explicite et à chaque fois les problématiques extra-financières, en plus des problématiques financières. Clarification des obligations des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs. Donc là, vous avez notamment les sociétés à mission, vous avez un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour les investisseurs qui souhaitent vraiment réaliser du financement à impact. Intégrer la durabilité dans les exigences prudentielles, vous vous doutez bien que les banques, les assureurs doivent dorénavant prendre en compte ces risques et ajuster leurs capitaux minimum en fonction de ces risques-là. La transparence et la gouvernance de long terme, vous avez des réglementations qui sont mises en place, vous les voyez notamment à droite, et qui visent à donc meilleure transparence auprès de l'ensemble de l'écosystème des investisseurs, avec tout un certain nombre de reporting qui sont faits à la fois directement auprès des investisseurs, mais également mis à disposition sur les sites internet. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on se rend compte que s'il n'y a pas cette transparence qui est faite auprès de tous, vous avez les acteurs qui ne sont pas impliqués dans cette cause-là. Et vous, en tant qu'investisseur, en tant qu'ONG, en tant qu'acteur de manière globale, vous n'avez pas cette information. Donc tout ça passe par des KPI et une transparence accessible à tous, notamment via les sites internet. Alors, un autre élément qu'on voulait aborder avec vous, c'est le principe de double matérialité. Ce principe-là, c'est, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre européen, contrairement à ce que peuvent faire les anglo-saxons. Les anglo-saxons vont s'arrêter plutôt au côté gauche, c'est-à-dire le risque matériel, le risque financier, qu'on appelle le risque de durabilité. Donc ici, c'est le risque que va encourir vos investissements, votre actif, votre entreprise, suite à des changements climatiques. Donc prenons l'exemple d'une entreprise qui a une usine à côté des océans. Et typiquement, les changements climatiques avec l'augmentation des températures et donc l'augmentation des eaux va encourir un risque d'inondation. Et donc, s'il y a un risque d'inondation pour cette usine, vous vous doutez bien que cette usine, elle sera mise en arrêt. Donc vous allez baisser votre chiffre d'affaires, votre productivité, et il y aura donc un impact sur la valeur de votre entreprise. Donc ça, c'est l'impact direct du climat sur la valeur de votre entreprise. Et vous avez le corollaire de ça, qui est relativement nouveau, mais qui commence à rentrer de plus en plus dans les esprits, c'est l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Et donc, les nouvelles réglementations demandent à ce que toutes ces entreprises, qu'elles soient financières ou non financières, prennent en compte ces impacts-là au travers d'indicateurs de suivi et s'assurent que leur activité n'ait pas d'impact négatif, n'ait pas d'impact néfaste, tant sur le plan environnemental que social, sur la planète. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir mesurer et suivre ces éléments-là. Donc, une entreprise, dorénavant, sera mesurée sur ces deux risques, c'est-à-dire le risque de matérialité financière et le risque de matérialité environnementale et sociale sur la planète. Ça, c'est le graphique de gauche, et vous avez tout un certain nombre de reporting qui sont en appui de ces éléments-là. Sur le graphique de droite, c'est relativement obvious, mais c'est important de le faire apparaître. Vous avez un certain nombre de risques, et on en a déjà parlé, qui viennent impacter les entreprises.
Ces risques-là, vous les voyez, ils sont d'ordre notamment, j'ai envie de dire, d'impact financier, d'impact marché. On peut prendre l'exemple tout récent d'Orpea, de Coréa. Donc là, on est sur le G donc de la gouvernance, le G de l'ESG. Les entreprises qui se font toper avec des problématiques soit environnementales, soit sociales, soit de gouvernance, vous le voyez, la sanction elle est immédiate, à la fois par les marchés et par le risque réputationnel. Donc les entreprises qui n'ont pas anticipé ces risques, les entreprises qui ne se sont pas adaptées, les entreprises qui n'ont pas mis en place des procédures, des process pour identifier et pour suivre ces risques-là, vont à l'avenir être fortement impactées. Le point positif, c'est que vous avez des opportunités qui se présentent. Ces opportunités, vous en doutez bien, c'est comment est-ce qu'on peut s'adapter à ces changements climatiques, comment est-ce qu'on peut militer en faveur de ces changements climatiques. Alors je vais prendre un exemple qui va peut-être parler à tous, c'est Tesla, donc ce constructeur automobile américain, donc qui ne vend que des voitures électriques. Vous le voyez, elle a complètement rattrapé des acteurs historiques, des acteurs comme Renault, Peugeot, Fiat, et a complètement disrupté, je prends la question juste après, a complètement disrupté le marché. Donc là, c'est une opportunité pour cette entreprise et donc un risque pour les autres qui n'ont pas vu le risque de technologie qui était là ou qui n'ont pas réussi à l'anticiper. Pardon, j'entends pas. Ouais, je rapproche. D'accord, merci. Donc, concept de double matérialité, risque et opportunité liés au climat. On peut passer au slide suivant. Alors, ici, vous avez une belle rosace, un beau camembert. On ne va pas les passer tous en revue. Il y a 3 messages que je voudrais vous faire passer. Le premier, c'est que vous voyez qu'il y a une multitude de réglementations qui sont en place ou en cours de mise en place au niveau européen pour encadrer tout ça. Pourquoi ? Parce que les entreprises, comme les humains, on va dire, s'il n'y a pas d'incitation réglementaire, s'il n'y a pas d'incitation fiscale, s'il n'y a pas d'incitation économique, c'est sûr que les choses n'avancent pas suffisamment vite. Et vous voyez, comme Swad l'a expliqué tout à l'heure, l'urgence climatique. Et donc, à ce titre, il faut vraiment que l'ensemble des entreprises se mettent en ordre de marche. Et le seul moyen contraignant, c'est de mettre en place des réglementations. Ces réglementations, elles touchent le secteur financier et non financier. Donc moi, je couvre, dans le cadre de mes travaux, le secteur financier. Mais vous le voyez, vous avez la banque, l'assurance, les asset managers, les conseillers qui vont être impactés par ces réglementations. Et puis côté SWAD, vous avez également d'autres réglementations comme la taxonomie, TCFD, NFRD, enfin voilà, plein d'acronymes qui viennent encadrer les activités de ces entreprises. Deuxième élément, vous le voyez, c'est majoritairement européen. Vous avez en haut juste, entre guillemets juste, même s'ils sont extrêmement importants, des frameworks qui sont internationaux. L'Europe est plutôt en avance sur ce sujet. Elle souhaite être leader, moteur, et elle compte sur les autres continents pour avancer sur ces sujets. Vous le voyez également, la France a toujours eu un rôle moteur sur ces sujets. Elle souhaite rester front-runner. Et vous avez un certain nombre de réglementations qui continuent à perdurer pour garder cette avance française, même si, de manière relativement honnête, cette avance française est en train de se limiter. Un magnifique calendrier, tout récent, tout chaud, qui a été sorti par l'ESMA, donc le régulateur européen sur la partie marché financier. Ici, ce qui est important de voir, c'est que vous voyez, on est au tout début de 2022. La roadmap, elle s'étale jusqu'à 2026. Donc, on n'est qu'au tout début de ce tsunami réglementaire. On n'est qu'au tout début de ce phénomène de transformation que l'ensemble des entreprises font face. Et vous le voyez, elles sont de multiples ordres. Et pour qu'un régulateur en soit à publier un calendrier, une roadmap, ça vous montre la complexité de ces réglementations. Et avec SWAD, dans le cadre de Mazars, et on vous l'expliquera après, c'est aussi de cette manière-là que l'on accompagne, que l'on aide les acteurs sur la mise en place de ces réglementations. Donc oui, là je vais passer... comment est-ce qu'on accompagne nos clients? En fait, c'est un peu petit là. Je suis désolée, je crois que c'est pas très lisible, mais c'est pas grave. Je vais vous résumer l'essentiel. Comme on l'a dit, comme Cédric vous l'a montré, les enjeux de transformation doivent s'inscrire aujourd'hui au cœur du modèle économique d'une entreprise. Donc, c'est ce qu'on essaie de montrer ici, pour montrer qu'aujourd'hui l'entreprise, elle a des sujets à adresser qui touchent le domaine social, le domaine environnemental et le domaine
de gouvernance. Elle doit effectivement optimiser son empreinte environnementale. Elle doit contribuer au développement des communautés, des territoires dans lesquels elle est implantée. Et puis, elle doit avoir une gouvernance qui permette de la transparence et le dialogue avec ses parties prenantes. Donc, nous accompagnons les acteurs à toutes les étapes on va dire de ce processus, en fait, quand elles veulent se lancer dans une démarche poussée de transformation. D'abord, effectivement, il faut et c'est la première étape que vous voyez là, qu'il faut qu'elle définisse les enjeux matériels. Sur quoi est-ce que je dois travailler ? Elle ne peut pas travailler sur tous les sujets. En fonction de son secteur d'activité, de ses opérations, elle va avoir des impacts différents. Et elle doit surtout aussi dialoguer avec ses parties prenantes pour comprendre où est-ce qu'elle est attendue, où l'attend le régulateur, où l'attend le marché, où est-ce que les clients veulent qu'elle soit, ses talents avant de la rejoindre. Qu'est-ce qu'ils veulent quand ils se projettent dans une entreprise comme celle-là? Qu'est-ce qu'ils veulent en termes d'engagement? Donc ça, c'est un travail qui doit être conduit et sur lequel nous pouvons nous accompagnons, c'est pas nous pouvons, on le fait déjà, nous accompagnons nos clients pour faire cet exercice de définition de la matérialité de leurs enjeux. Une fois qu'ils ont défini la matérialité de leurs enjeux, donc ils ressortent avec une matrice qui liste tous les enjeux importants. Et face à cette matrice, ces enjeux-là sont la base de toute la réflexion stratégique qui consiste à définir une stratégie, un plan d'action, etc. Et donc là, pareil, nous les aidons aussi. Il y a un certain nombre de questions qui peuvent se poser. Nous les aidons à y répondre. Quand vous avez défini votre stratégie, là, vous travaillez sur la pérennisation de cette stratégie et son opérationnalisation. Et là, c'est vraiment c'est là où vous travaillez sur les dispositifs de gouvernance, de pilotage, qui vont être utiles pour vous pour opérationnaliser ça. Qui fait quoi, comment ils contrôlent et les dispositifs qui vont permettre de pérenniser. Sinon, ça va rester des slides qui vont dormir dans un tiroir. Donc, définir les responsabilités, définir les process, etc. Et après, vous êtes dans la phase vraiment de opérationnalisation, de déploiement. Et donc là, il y a... on les aide en fait à traduire cette stratégie en plan d'action. On les aide à traduire ça en projet très précis. Quand par exemple vous travaillez sur la décarbonation de votre chaîne de valeur, c'est vrai que vous avez une phase finalement qui est de dire ok, d'abord j'évalue combien j'émets de gaz à effet de serre. Ensuite je dis finalement si je veux pouvoir contribuer à la neutralité carbone à l'échelle de la planète, il faudrait que j'ai cette trajectoire. Je définis la trajectoire de mes émissions, de combien je dois les réduire et à quel horizon temporel pour contribuer à la neutralité carbone à l'échelle planétaire. Une fois que vous avez cette stratégie, c'est là où le diable est dans les détails. Comment vous la traduisez au niveau de vos sites industriels, au niveau de vos bâtiments administratifs, etc. Qu'est-ce que ça signifie en termes de changement technologique? Qu'est-ce que ça signifie en termes d'investissement? Qu'est-ce que ça signifie en termes de processus achat? Vous devez changer vos achats, etc. Donc ça, nous les aidons pour le déploiement et l'opérationnalisation. Et puis enfin, dernier point, c'est la communication et la mesure des performances. Donc voilà la logique. Je passe à Cédric pour la partie plus finance. Oui, exactement. Là, vous avez les impacts pour le secteur financier. Donc, de manière très concrète, tout ça se traduit par des enjeux de données. La data est cœur, puisque vous le voyez, beaucoup d'acteurs ont communiqué sur leur trajectoire carbone, sur les risques qu'ils ont identifiés, sur tous les changements qu'ils ont mis en place. Mais maintenant, ces mots doivent se traduire par des chiffres. Ces chiffres, c'est quelle est l'intensité carbone de mon portefeuille? Comment est-ce que je m'aligne avec la trajectoire carbone des accords de Paris? Comment est-ce que je contribue à réduire mes émissions de CO2? Quels sont les montants investis dans chacune des activités que l'on va considérer comme durables au sens européen? Donc, on accompagne nos clients sur la collecte de ces datas, le traitement et la conservation de ces données. Vous vous doutez bien que pour des acteurs comme des grandes banques, comme les assureurs, les asset managers, c'est monstrueux en fait ce qui doit être mis en place. Et puis ça touche l'ensemble des départements puisque vous devez avoir une communication qui soit unifiée à la fois pour un département risque, un département finance, un département investissement, puisque tout ça ensuite se retrouve dans les rapports annuels qui vont bientôt sortir, ils commencent à sortir, et donc ils sont à la disposition de tous, et vous pourrez juger sur les faits, sur ces chiffres, la qualité des investissements réalisés par ces acteurs.
Deuxième élément, c'est le process d'investissement. C'est relativement obvious, mais finalement, il y a quand même des impacts qui sont importants. C'est-à-dire, c'est de dire dorénavant, les problématiques extra-financières sont clés et sont un enjeu primordial à la fois dans la génération de performance et de revenus, et également dans le fait de conserver de la valeur pour les actifs. Lorsqu'il y a eu la crise du Covid, les marchés financiers se sont effondrés. Et en fait, vous avez tout un certain nombre d'acteurs extrêmement brillantissimes, des chercheurs, des gros investisseurs, qui ont démontré que finalement, les investissements qui prenaient un maximum en compte les critères extra-financiers avaient mieux résisté et surperformé dans cette grave crise financière. Donc là, alors c'est l'effet peut-être bénéfique de cette crise, c'est de justifier que la prise en compte des critères extra-financiers n'est pas juste maintenant un tick the box, mais un élément extrêmement important dans la décision d'investissement et dans la création de valeur. Donc on accompagne nos clients dans la définition de ces caractéristiques, dans la définition d'enjeux, et puis comment je vais suivre ces risques et comment je vais mettre en place une gouvernance de décision. Troisième élément, c'est l'information client. Donc c'est en lien avec la transparence. C'est l'ensemble des documents qui vont être fournis aux clients, aux investisseurs, et qui vont justifier, on va dire, des objectifs mis en place par les investisseurs. Vous avez toute la partie politique d'engagement et vote, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'un investisseur, une banque, à partir du moment où elle a des parts dans une entreprise, ce qu'on va lui demander maintenant, c'est de voter en prenant en compte les enjeux climatiques et de justifier ses choix de vote. Quatrième élément, les reporting, donc c'est le corollaire de la partie information client, c'est toute l'information qui va être reportée, qui va être constituée, qui va être disclosée de manière publique ou un peu moins publique lorsque vous êtes un investisseur extrêmement important et sur des fonds plus restreints. Mais cette information, elle est primordiale, on l'a vu tout à l'heure, parce que cette transparence, elle permet à tous d'avoir une vision claire sur ce que réalisent réellement ces entreprises. Donc on accompagne là également l'ensemble des acteurs pour la création de ces reportings que l'on appelle extra-financiers. Dernier sujet, la culturation, la formation. Vous avez vu l'ensemble des réglementations. On vous a passé tous les critères techniques, mais ça passe par des sessions de formation pour l'ensemble des acteurs de la place, pour l'ensemble des décideurs, des participants au process d'investissement, des participants de manière globale à la mise en place de ces nouvelles stratégies et de cette transformation des entreprises. Donc ça passe avant tout par une formation, et donc on est en mesure d'accompagner nos clients là-dessus. Donc vous le voyez, résumé en bas, de l'aide à l'interprétation réglementaire, des textes extrêmement compliqués, extrêmement arides, et donc pour lesquels il faut des experts comme nous, où en réalité, voilà, c'est notre job à plein temps de lire ces textes, de les confronter, de se challenger et d'en discuter dans des groupes de place. Et puis, le volet plus opérationnel, vous vous doutez bien qu'une fois que ces réglementations sont sorties, ont été décryptées, vous mettez en place des plans d'action. Et ces plans d'action, il faut les mettre très concrètement en place. Et donc, on est là et on est en mesure de pouvoir aider très concrètement les acteurs sur ces sujets. Voilà, on a essayé de faire vite pour laisser la place aux questions. Et juste avant, peut-être, on rappelle qu'on recrute. Voilà, Mazars est un cabinet de conseil, un cabinet d'audit. Dans tes équipes, soit donc plutôt côté RSE ou dans mes équipes côté plutôt finance durable, on recrute tout type de profil, du stagiaire jusqu'à des profils expérimentés. Des personnes qui ont une appétence pour le volet réglementaire, et puis des personnes qui ont, si possible, réalisé une première expérience dans le secteur financier. Moi, je parle pour mon sujet. Et sur notre équipe à nous, donc la partie conseil en développement durable plus largement, donc on recrute tout profil, des juniors aux plus expérimentés. Et effectivement, pour les expérimentés, c'est pareil, nous cherchons des personnes qui ont déjà eu une première expérience. Par contre, pour les profils jeunes diplômés, on cherche des gens qui ont envie de s'engager dans ce domaine-là et qui sont intéressés par les métiers de l'audit et du conseil. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, bonjour, Didier Douzièche, je fais partie de IMOI, une association de managers de transition à impact. Une question par rapport au sujet de la décarbonation. Vous parliez de la descente tout à l'heure. Au début, on peut faire de la décarbonation en faisant un peu d'économie, mais très vite, on rentre dans le dur. C'est-à-dire que
décarboner une entreprise, ça devient très cher, ou ça remet complètement en cause des business models. Comment vous gérez ça, ou comment vos clients gèrent cet aspect coût ou remise en cause complète du business pour répondre aux besoins de décarbonation? C'est un excellent point. L'enjeu, c'est de montrer finalement les retours sur investissement qui peuvent exister. Enfin, il y a plusieurs sujets. Il y a des transformations qui vont être nécessaires de faire parce que tout simplement la pression sur la décarbonation, elle est croissante. Et tant sur les aspects réglementaires que la pression de marché, que la pression des clients. Donc il y a un certain nombre d'investissements qu'il va falloir faire et pas mal de clients se rendent compte que de toute façon, voilà. Par contre, après, il y a un certain nombre d'investissements sur lesquels on peut travailler sur les modélisations financières pour voir éventuellement les retours sur investissement qui peuvent exister. C'est pas le cas partout, hein, je vous rejoins sur ce point-là. Et on a aussi, on a mis en place des partenariats avec un certain nombre d'acteurs spécialisés sur des solutions technologiques de pointe qui peuvent aller jusqu'à l'accompagnement, à la mise en place de solutions de financement. Ça existe aussi parce qu'il y a aussi pas mal d'aides et d'appuis et de subventions qui peuvent exister. Donc on essaie de couvrir un peu tout le champ et on n'hésite pas à mettre en place des partenariats avec des acteurs qui sont plus spécialisés sur la rupture technologique parce que très vite on va parfois arriver à des sujets de rupture technologique en fait. Et justement, peut-être pour compléter là-dessus, sur la partie coût, effectivement, c'est un coût pour ces entreprises, mais elles se doivent de se conformer aux réglementations, elles se doivent de communiquer auprès de leurs investisseurs, auprès du grand public. Et donc, on est là pour les accompagner, pour anticiper quelles sont les prochaines réglementations, comment est-ce qu'elles peuvent faire pour s'adapter, et donc limiter in fine le risque à plus long terme, parce qu'en fait, c'est un calcul qu'il faut faire sur le long terme. Si vous regardez le coût à très court terme, c'est sûr que voilà, c'est pas le bon calcul à faire en réalité. C'est vraiment prendre en compte ces éléments le plus tôt possible. Et puis derrière, pouvoir communiquer dessus, pouvoir anticiper les ruptures technologiques comme tu en parlais, parce que on le voyait tout à l'heure, mais vous avez des acteurs qui vont arriver sur le marché, qui vont disrupter, et donc vous devez avoir une stratégie en place pour anticiper ça. Et sur un volet un petit peu plus financier, on parlait tout à l'heure des reportings que l'ensemble des entreprises devront faire. Elles devront de plus en plus justifier. C'est l'alignement à la taxonomie, c'est comment est-ce que leurs activités sont durables sur le long terme. Et donc, on s'attend à ce que, au travers de ces reportings de transparence, les entreprises se mettent une sorte de bataille entre elles pour se montrer la plus propre et la plus alignée. En tout cas, c'est ce qu'attend le régulateur et ce qu'anticipent les politiques en termes d'investissement. Donc, à ce qu'il y ait cette course en avant pour avoir des entreprises qui ont des activités et des financements les plus alignés sur les activités durables. Ça, c'est un point super important parce que, en fait, ce qui change avec la réglementation et notamment la taxonomie, c'est qu'avant, jusqu'à présent, on a des rapports développement durable, il y en a qui sont magnifiques, il y a beaucoup de choses. Par contre, on ne peut pas comparer. C'est très difficile de comparer les acteurs les uns aux autres et c'est très difficile de voir l'impact réel. Avec les indicateurs de taxonomie, qu'est-ce qu'il dit le législateur? Il dit, moi je veux 3 indicateurs. La part de votre chiffre d'affaires qui est alignée, la part de vos CAPEX qui sont alignés, la part de vos OPEX qui sont alignés. Ce sont 3 indicateurs financiers comparables et qui montrent, et qui, en fait, les 3 indicateurs rendent compte finalement du cœur de votre modèle économique, c'est-à-dire quelles sont vos activités, comment vous gagnez, sur quoi vous gagnez votre argent, comment vous investissez, dans quoi vous investissez et quelles sont vos dépenses. Et là, on veut voir la part de ces 3 éléments qui sont en fait orientés vers des activités qui nous aident, nous, législateurs, nous, Europe, nous, la France, à atteindre les objectifs de développement durable. Je ne sais pas si vous saisissez un peu le côté... je ne sais pas comment le dire, mais le côté... la comparabilité, en fait. La rupture, en fait, que ça entraîne, la taxonomie. C'est-à-dire que maintenant... on peut comparer les entreprises les unes aux autres. Et quand vous reliez ça à ce qu'a présenté Cédric sur les obligations qui vont peser sur les financeurs, les banques, les investisseurs, etc., en fait, vous voyez l'effet de ciseaux qui se dessine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et j'ai eu des discussions avec un certain nombre de directeurs financiers, aujourd'hui, les directeurs financiers commencent à se dire « Ah non, mais demain, mon banquier, il va me demander, moi, pour pouvoir bénéficier de cette ligne de financement à un taux avantageux, de pouvoir montrer des indicateurs qui sont comparables à mon benchmark sectoriel ou de progresser. »
Vous voyez un peu le sujet. Donc c'est vraiment là, c'est aussi le sujet, c'est que aujourd'hui la décarbonation, ça devient vraiment quelque chose dont on peut difficilement... ouais. Est-ce que vous pensez que la crise en Ukraine va avoir un effet de ralentissement ou d'accélération sur tous ces enjeux Sur la réglementation ? C'est une excellente question. Déjà, c'est tellement compliqué, c'est ce que Cédric a montré. Vous voyez avec les différents textes, vous avez vu quand on a montré le champ d'application du Green Deal, les enjeux que ça crée secteur par secteur, etc., que déjà il y a du retard. Hein. Déjà il y a du retard. Je sais pas, Cédric, qu'est-ce que tu penses? Alors, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Alors peut-être deux éléments. De répondre. Le premier, c'est que vous l'avez vu, la réponse européenne, c'est une sorte de nouveau Green Deal. Voilà, exactement, ça vient de ressortir. Et c'est pour financer quoi? C'est financer l'indépendance énergétique, c'est financer des activités. Pour ça, il n'y aura pas de retard, je pense. Non, il y aura peut-être une accélération donc, même. Moi, j'attends les centaines de milliards de dollars qui vont pleuvoir. Voilà, encore et encore et encore sur ces sujets-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, donc vous le voyez, ça part au niveau européen. Donc c'est la Banque Centrale Européenne qui imprime de l'argent. Ça descend au niveau des grosses entreprises et au niveau des asset managers. Et en fait, ce qui sera extrêmement important, c'est qu'ensuite, ça ruisselle vers les plus petites entreprises. Parce que clairement, si vous ne les embarquez pas, vous n'aurez pas cette transition énergétique qui se passe. Donc là, la BCE, l'Europe se dit, OK, la crise ukrainienne, finalement, c'est peut-être une excellente opportunité pour essayer de sortir du carbone, parce que quand le gaz et le pétrole, c'est du carbone, pour essayer d'anticiper ça. Donc moi, je le verrai de manière positive. Après, je suis très honnête avec vous, il y a tout un autre pendant, on le voit, c'est-à-dire que les banques, les asset managers regardent que leurs investissements ne soient pas bloqués, qu'il y a des pertes qui se sont faites, et donc dans leur tête, elles oublient peut-être aussi un petit peu ces éléments-là. Donc voilà, je contrebalancerai ces deux éléments. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question. Tout au début, vous avez parlé des études qui montrent aujourd'hui la trajectoire de 1,5, c'est-à-dire les accords de Paris, montrent qu'on va dépasser les 1,5 degrés. Ce qui veut dire qu'on est entre 1,5 et 2 degrés. Sachant que ces gaps, il y a déjà des conséquences sur les effets changement climatique, sur la biodiversité, etc. Quand vous accompagnez vos clients, est-ce que vous prenez en compte les mesures adaptatives face au changement climatique? Comment est-ce que vous les intégrez dans l'analyse des risques? Alors aujourd'hui, ça ne concerne pas toutes les entreprises, mais toutes celles qui sont soumises à l'obligation de publier une déclaration de performance extra-financière, toutes ces entreprises doivent faire une analyse de leurs risques et la publier, et notamment les risques en matière de développement durable. Et donc, l'adaptation aux effets du changement climatique fait partie de ces risques-là. Donc effectivement, nous, quand on intervient auprès de nos clients, que ce soit dans la partie conseil, s'ils nous sollicitent pour les aider à cartographier leurs risques, ou dans la partie plus audit, s'ils nous sollicitent pour vérifier leur DPEF, on s'assure que dans leur dispositif d'identification des risques et de priorisation de ces risques, s'ils sont concernés, tout le monde n'est pas concerné, mais s'ils le sont, que ça figure bien au bon niveau et que qu'ils soient bien priorisés au bon niveau. Et c'est pas toujours évident parce que parfois il faut passer par des modélisations climatiques, donc c'est pas un exercice facile. Et ça va devenir encore plus ça va peut-être de plus en plus être demandé. Cet exercice de modélisation climatique va être peut-être de plus en plus demandé parce que dans la taxonomie, certains des critères techniques d'alignement du chiffre d'affaires, des CAPEX et des OPEX, certains, pas tous, mais pour certains d'entre eux, il est demandé de procéder à un certain nombre de modélisations climatiques pour mesurer comment est-ce que vous, entreprises, vous contribuez aux efforts d'adaptation aux effets du changement climatique. Donc c'est un sujet qui, effectivement, va peut-être prendre de plus en plus d'importance. On arrête là. Oui, juste pour compléter, effectivement, c'est des travaux d'actuaires
qui sont faits avec des modélisations. Vous choquez vos trajectoires avec des mix énergétiques, avec des nouvelles normes sur les bâtiments immobiliers, tout ça. Donc ça, c'est vraiment des travaux qui sont réalisés par des matheux, par des actuaires. Et nous, on est un petit peu moins matheux, mais on va utiliser On passe la balle à nos collègues. Voilà, mais on va quand même s'assurer que l'exercice est bien fait. Voilà, merci à vous, on s'arrête là. Merci.